Lundi 2 février, je crois que j'arrive à la fin des hits. Je pourrais avoir terminé samedi. Ceci n'est qu'une note d'auteur. Jamais je n'ai assujetti aussi étroitement mon esprit à un livre. La preuve en est que me voilà à peu près incapable de lire ou d'écrire autre chose. Une fois la matinée terminée, je me contente de me laisser aller. Mon Dieu, quel ne sera pas mon soulagement quand viendra la fin de la semaine, et que je saurai, en tout cas, que j'ai bouclé la boucle, mené à son terme ce long travail, exprimé jusqu'au bout ma vision, enfin, je crois que j'ai fait exactement ce que je me proposais de faire. Bien sûr, j'ai considérablement altéré mon projet, mais je demeure sur l'impression d'avoir utilisé tous les moyens pour dire, coûte que coûte, ce que je voulais dire. J'ai dans l'idée que mes investigations vont peut-être trop loin et que, du point de vue du lecteur, cela risque d'être un échec. N'empêche, c'est une courageuse tentative, je trouve, qui marque une chose pour laquelle j'ai dû batailler. Ah, et puis quelle joie de me retrouver libre pour de nouvelles escarmouches. Quel plaisir que de paraisser sans plus guère se soucier de ce qui se passe. Et je vais pouvoir enfin me remettre à lire en utilisant tout mon esprit, chose que je n'ai plus faite de tous ces 4 derniers mois, je crois. Il m'aura fallu 18 mois pour tout écrire, et nous ne pourrons pas publier le livre avant l'automne, je suppose. William P., l'autre soir, s'est étendu sur son nouveau roman, l'autobiographie, ou les expériences d'un émigré, plus longuement que Léonard ne l'a jamais fait sur ses propres livres, de toute sa vie. Mercredi 4 février, une journée gâchée pour nous deux. Il faut qu'elle se rende chaque matin au tribunal, à 10h15, où le jury est bien convoqué, mais renvoyé chaque fois au lendemain, toujours à 10h15, et cette matinée, où j'aurais dû porter un coup formidable aux vagues. Bernard est à 2 jours, je crois, de s'écrier, aux morts, a été gâché par Ellie 2, qui devait venir à 9h30 précise et n'est arrivé qu'à 11h, il est maintenant 12h30, et nous sommes restés à parler de l'époque et des femmes qui travaillent, cela après avoir pratiqué les rites habituels du stéthoscope dans une vaine recherche de la cause de ma température. S'il nous plaisait de faire la dépense de cette guinée, on pourrait peut-être coincer un microbe, mais cela ne nous plaît pas, et je dois donc prendre du Bemax, un fortifiant, et, enfin, la routine habituelle. Qu'elles sont étranges et capricieuses, ces dernières convulsions des vagues. Et moi qui devais avoir fini pour Noël, est-elle bien aujourd'hui? Je suis allé l'entendre à sa répétition chez Lady Louise III, une vaste demeure de Portland Place, aux froides décorations de plâtre, dans le William Plumé, 1903-1973, poète et romancier d'Afrique du Sud, où il avait grandi. Il envoya à la Hogarth Press son premier roman intitulé Turbo, Wolf, et les Wolf le publièrent en 1925. Il passa ensuite 2 ans au Japon et, en 1929, rentrant en Angleterre, put enfin faire la connaissance des Wolf. Sado, son deuxième roman, qu'il publiera en septembre 1931, a pour cadre le Japon. Le docteur Frances Elinor Randall, 1885-1942, nièce de Lytton Strachey, était le médecin de VW depuis que les Wolf s'étaient installés à Tavistock Square, en 1924. Lady Lewis, 1844-1931, d'origine allemande, était la femme de l'éminent avoué victorien Sir George Lewis. Leur demeure, au 88 Portland Place, avait été un lieu de rencontre pour une société mondaine et les plus grands artistes, écrivains, musiciens de leur époque. Lady Lewis devait mourir en septembre 1931. Je compte faire l'achat de vêtements soignés, hein? Nellie Boxey, la cuisinière et gouvernante à demeure des Wolf, depuis 1916, avait, en mai 1930, subi une grave opération, qui exigea une longue convalescence, au cours de laquelle VW eut l'occasion d'engager des domestiques non logés, système qu'elle estimait préférable. Elle décida de ne pas reprendre Nellie à son service, mais après un long entretien, voir VW Journal, 12 novembre 1930, elle consentit à l'accepter et à laisser pour 3 mois. À partir du 1 janvier 1931, 860 Budeville 1931 102 est venu ce matin livrer Miranda, qui se tient maintenant dans sa niche. Hier nous sommes allés à Charleston, et j'ai dû lutter, avec un certain succès, contre ma dépression.
Est-ce leur insouciance un sourire sarcastique? Mais rien d'aussi pénible que d'ordinaire. Duncan était-elle comme toujours à notre entrée, nous frîmes saisis par cette impression d'une grotte rougeâtre, d'une profonde grotte rouge où se blottir l'hiver. Les Wolves quittèrent Rodmell le mercredi 7 janvier dans l'après-midi, pour regagner le 52 Tavistock Square par la route mercredi 7 janvier. Voilà, nous venons tout juste de rentrer et de prendre notre thé. Francis Birrell est passé, a été congédié, et nous disposons de 2 heures avant le dîner. Que vais-je faire de ces 2 heures? Je n'ai pas envie de les passer à fulminer contre ma respectable domesticité, à nouveau bien établie, Nelly dans la cuisine et Lottie qui essaie de se cacher dans la chambre. Et je ne puis me décider à me plonger dans la lecture de Die Enorme Room, ni de Mine du Défend. Elle a fort à faire entre Miss Belcher et sa correspondance. Ma tête fonctionne au ralenti, cette quinzaine ne m'a pas apporté la vue du déroulement des collines, nul champ, nul lait, mais trop de flambées dans les maisons, de pages éclairées, trop de plumes et d'encre. Au diable cette grippe. Tout est très calme ici, pas un son, si ce n'est le sifflement du gaz. Oui, mais il faisait beaucoup trop froid à Rodmell. J'étais gelé comme un petit moineau. J'ai cependant écrit quelques phrases hésitantes pour les vagues. Il est rare que j'aie éprouvé autant d'intérêt à écrire un livre. Voyons, maintenant encore, alors que je touche à la fin, il m'arrive de retourner une pierre ou deux. Pas de facilité ni d'assurance, donc. Je pourrais peut-être rendre le soliloque de Bernard de telle manière que cela briserait, creuserait profond, ferait bouger la prose, oui, je le jure, comme la prose n'a encore jamais bougé, du petit rire au balbutiement, à la rhapsodie. Un nouvel ingrédient entre dans ma marmite chaque matin, un ingrédient qu'on n'a encore jamais essayé. Le grand vent peut souffler, sans trêve je louvoie, je vire de bord, et j'ai mis en réserve quelques idées pour des articles. Un sur Gosse, le critique en tant que causeur, le critique en chambre. Un sur les lettres, un sur les reines 6. Sans était un transporteur de l'eau qui effectuait des livraisons à domicile les mardis et vendredis, et Miranda une statue grandeur nature d'une femme dont les draperies ne cachaient qu'à demi la nudité. LW en avait fait l'acquisition pour son jardin. Elle fait d'abord placer sur la façade de Monxos, mais transportée par la suite dans le verger. Lorsque, en 1924, les Wolves avaient quitté Richmond pour s'installer à Bloomsbury, Lottie Hope, l'ami de Nelly qu'ils employaient également, était entré au service des Adrian Stephan, à Gordon Square, tout proche. Renvoyée en 1930, elle connut une période d'insécurité avant d'être engagée comme cuisinière par Clive Bell. De Enorme Room, la salle commune, 1922, 2. Huckming, et les lettres de la marquise du Défend à Horace Walpole, publié par Mrs. Paget Wenby. 3 volumes, 1912. Peggy Belcher était secrétaire vendeuse à la HP depuis mars 1928. Edmund Gosse, l'article qu'écrivit VW, stimulé par la parution, en 1931, de The Life and Letters of Sir Edmund Gosse, vie et correspondance de Sir Edmund Gosse, d'Evancharterie, fut publié dans la Fortnightly Review du 1 juin 1931. De Hunter Critique, le critique en chambre, et sans doute l'article intitulé Ayabu Book, tout sur les livres, qui parut dans le New Statesman et Nation du 28 février 1931, les autres idées n'ont apparemment pas été utilisées. Et que j'avoue la vérité, j'écris les livres avec une telle intensité qu'il m'est impossible de les reprendre pour me relire entre le thé et le dîner. Je peux tout juste écrire pendant 1 heure environ, de 10h à 11h30, et la dactylographie représente presque le plus dur du travail. Que Dieu me vienne en aide si tous mes petits livres de 80 000 mots doivent désormais me coûter 2 années de travail. Mais je cinglerai de l'avant, tel un cotre qui roule d'un flanc sur l'autre, vers quelque aventure plus rapide, plus légère, un autre Orlando, peut-être. J'ai contemplé l'aube dehors, 1 ou 2 fois, une rougeur, pareille aux braises d'un feu de bois, dans le ciel gelé, épaisse couche de gelée blanche sur les champs, des chandelles s'allumaient dans quelques chaumières. Alors, serrant mes vêtements autour de moi, je me recouchais, et, chaque matin, j'empoignais le soufflet pour ranimer mes bûchers. Cela devenait un jeu où, presque toujours, j'avais déjà gagné une flambée lorsqu'elle montait.
Combien je déteste la voix, le petit rire étouffé des bonnes ailes, mais suffit, suffit. Nous écouterons la grande fugue, Beethoven, ce soir. Est-elle, probablement, téléphonera. Je vais descendre chercher le courrier. Lettre de Tom, Elliot, de Lincet et d'Ethel. On me demande de participer à un symposium sur l'amour, et c'est à peu près tout. Mais déjà nous nous avons condamnés à voir 6 personnes d'ici à lundi, dont une seule a de l'importance, John Lehman. Et ne faudrait-il pas que j'écrive maintenant à Arthur Simon Neuf pour lui parler de son roman, mon Dieu, n'existe-t-il pas une machine pour faire une flambée d'1h35 ? Samedi 10 janvier, passablement agité d'avoir relu mon essai sur la poésie et le romani, j'écris ici au lieu de m'échiner sur Dante. C'est vrai qu'aucune autre lecture ne me transporte autant que celle de Dante si je le lis après avoir travaillé pendant 2 heures aux vagues de l'Alléfort. Et Clive va entrer 5 minutes en passant pour nous dire au revoir et voir comment nous allons tout. Je lui demande, et vous, comment vous sentez-vous, aveugle, me répond I111, d'un ton plutôt lugubre. Voilà où nous en sommes dans nos relations à 6h moins 10, le samedi 10 janvier 1931. Mon Dieu, quelle étrange chose que la vie. La Lloyd Irvine, 1901-1973, avait apporté sa contribution à la NA à l'époque où LW en était le directeur littéraire et elle devait présenter un note étant l'été Warité, 10 épistoliers, pour la HP en décembre 1934. Elle allait épouser Marwell New, maître de conférences en mathématiques à Cambridge de 1927 à 1945. Une revue américaine trimestrielle, à tendance intellectuelle, intitulée Symposium, qui publia 2 articles substantiels de VW en 1932 avait vu le jour en 1930, ce qui peut expliquer cette invitation pour le moins surprenante. Arthur William Sirnon, 1865-1945, poète, traducteur et critique. Il est peu probable qu'il ait écrit un autre roman après sa sévère crise de dépression, en 1908, ni il se pourrait qu'il ait envoyé à l'HP la traduction d'un roman français. L'essai de V, poterie, fiction et de futur, poésie, roman et avenir, avait paru dans un New York Herald Tribune de 1927. Certaines idées qu'il soulevait furent reprises et approfondies dans l'ouvrage sur le roman que VW entreprit d'écrire en 1925 pour la HP et qu'elle n'acheva jamais. Cependant quelques chapitres, y compris celui qui concerne les poètes, parurent sous le titre Phase of Fiction dans le Bokmo de New York en 1929, puis dans Granit and Rainbow, Harcourt Brass et Jovanovic, en 1958. Une traduction française, de Rose Selly, intitulée Les étapes du roman, apparue aux éditions du Seuil, en 1963, dans un choix d'essai de Virginia Woolf intitulé L'art du roman. Clive Bell s'apprêtait à passer 6 semaines dans une clinique de Zurich, pour un traitement à un œil qui causait des ennuis depuis l'automne précédent. 862 Prairie 9.3. Nous nous sommes promenés, Léonard et moi, cet après midi dans les petites rues sombres des Sevandial, jusqu'à Clearing Cross Road. J'étais ému jusqu'aux larmes, saisi d'une tendre pitié pour Léonard, pour moi-même, et je lui ai dit, ne veux-tu pas une demi-couronne pour acheter un écureuil? On m'arrive d'être soudain terrassé de chagrin pour les gens. Mais, pour en revenir à nos moutons, Lehman fera sans doute notre affaire. Gentil garçon au profil aquilin, au teint rose, aux adorables cheveux bouclés de la jeunesse. Oui, mais tenace, incisif. Serais-je rémunéré si je viens à titre d'apprenti? Pourrais-je profiter des livres de la Hogarth Press? Rien de très éthéré, sauf peut-être que ses yeux, reflets de l'imagination. Dieu sait. Et nous lui demandons 4 ou 5 000 livres de participation. Et voilà maintenant que ces chiffres ont chassé mon émotion et cet esprit de joie dont je sentais les ailes m'effleurer malgré notre solide organisation bourgeoise, des domestiques à nouveau, et bien que la viande ait été trop cuite. J'estime qu'un peu de dente s'impose, champ XXVI. Mardi 20 janvier, je viens à l'instant, en prenant mon bain, de concevoir un livre entièrement nouveau, une suite à une chambre à soi qui traiterait de la vie sexuelle des femmes méduses. Je l'appellerai peut-être Profession pour femmes. Seigneur, comme cela m'excite. L'idée a surgi brusquement du texte que je dois lire mercredi à la Société de Pipa 13. Et maintenant, aux vagues. Mais je suis très surexcité. Vendredi 23 janvier, trop surexcité pour continuer les vagues. Je ne cesse pas d'élaborer de Open Door,
si tant est que je choisisse ce titre. Le style didactique, raisonneur, est en conflit avec le style dramatique. Je trouve difficile de réintégrer le personnage de Bernard. J'ai fait mon discours, elle, je crois, légèrement irritée, observation intéressante pour peu qu'elle soit exacte. 200 personnes, jeune femme bien mise, enthousiaste et, pour un bon nombre, ravissante. Elle arborait son kimono bleu et sa perruque. Moi à ses côtés. Son discours fut jovial et direct, le mien trop concis et trop plein de sous-entendus. Tant pis. Ses discours, 4 personnes sous c'est à cet instant que remonte la conception de 2 livres qui, après des péripéties tortueuses et embrouillées, devaient finalement paraître sous les titres respectifs de Les années et 3 Guinées et Reine Noix, ici et maintenant, est le deuxième des 10 titres auxquels VW avait songé pour le premier de ces 2 ouvrages, à savoir, de Pargité, La famille Pargité, et Reine Non, musique, dôme, aube, son and docté, fils et filles, point virgule docté and son, ordinary people, des gens ordinaires, de Caravan, la caravane, OT people souls, les demeures des autres, et de lire, les années. Quant à la suite d'une chambre à soi, avant de se décider, en novembre 1936, à l'intitulé Guinea, 3 Guinées, VW lui donna successivement les titres suivants, Profession for Women, de Open Door, La porte ouverte, de Opening Door, La porte qui s'ouvre, Acnocade de Door, On frappe à la porte, Man litre d'ette, Les hommes sont comme ça, On bain d'esprit Z, du fait d'être méprisé, PNP, de Next For, La prochaine guerre, What arme te do, qu'allons-nous faire, point virgule en souhaite correspondant, réponse à des correspondants, les tétos anglichement, lettre ATM anglais, et enfin l'hymne guinéa, Philippa, Pipa, Strachey, 1872-1968, troisième des 5 sœurs de Lytton Strachey, était secrétaire de la Société nationale pour le service des femmes. Elle avait invité VW à prendre la parole devant la section de Londres, le 21 janvier 1931. Vera Brittain dans sa chronique au NSN, donne un compte-rendu de cette joyeuse occasion, qui parut dans le numéro du 31 janvier. Cette chronique fut réimprimée dans 2 paliers, 1977, volume annoté et présenté par Michel Aliaska, où l'on trouvera aussi le discours de VW et d'autres considérations sur l'évolution de lire 863 janvier 1931 net qu'on l'os imprime. Naturellement, me voilà assez épuisé, impossible ce matin de faire l'effort, le 1 remettre, Luxi, Yves G 39,8 de fièvre et j'attrape pour un rien des inos de tétin. Que c'est si souvent ceux qui vident de leur force mes derniers chapitres. Et maintenant Opendon et ne vide aussi la cervelle. Ces accidents-là peuvent s'y éviter. Vita hier soir, en proie à un vague déméchantement. Signy et qui suis la plus heureuse des femmes, je n'y permets de ni demander, à quoi bon vivre, comment les autres gens peuvent-ils tant soit peu supporter la vie, elle prétend qu'elle tire plus de chagrin que de plaisir des éloges qu'elle reçoit pour ses livres, c'est ce qui est la vérité, je crois. Je n'ai jamais vu autant de modestie chez un écrivain. Et pourtant elle gagne 74 livres en une matinée, du moins est-ce le chèque qu'elle encaisse pour une nouvelle. Lundi 26 janvier, Dieu soit loué, je puis annoncer en toute sincérité, par ce premier jour de mes 49 ans, que j'ai pu me débarrasser de l'obsession de la porte qui s'ouvre et me suis remise aux vagues, et que je viens à l'instant d'entrevoir le livre dans son ensemble et de quelle manière le terminer, ce que je puis faire, disons, en 3 semaines. Cela m'amène au 16 février, et alors je me propose, après avoir traité gosse, ou écrit un article peut-être, de faire une esquisse sommaire de la porte ouverte, que je terminerai pour le L avril. Pic, vendredi, tombe le 3 avril. À ce moment-là nous ferons, je l'espère bien, un voyage en Italie, avec retour, mettons le 1 mai. Achevez alors les vagues, pour que l'on puisse envoyer le manuscrit à l'impression en juin et faire paraître le livre en septembre. Ce sont des dates possibles, en tout cas. Hier à Rodmel nous avons vu une pie et entendu les premiers oiseaux du printemps, tapageurs, absorbés comme, illisibles. Un beau soleil, nous avons escaladé le mont Caburny, retour par Orlais où nous avons vu 3 hommes bondir hors d'une automobile et se précipiter tête nue à travers champs. Nous aperçûmes aussi un aéroplane bleu et argent, apparemment intact dans un pré, au milieu des arbres et des vaches,
Ce matin, le journal annonce qu'il y a eu 3 morts, l'aéroplane s'étant écrasé au sol. Mais nous avions continué notre route, ce qui me remet en mémoire cette épitaphe de mon anthologie grecque. Alors que je sombrais, les autres navires ont poursuivi leur route 17. Voici les titres de journaux dont je me souviens aujourd'hui. Gandhi libéré. Pavlova à Goldegréan, meurtre à Blackea, mort de Lady C. Elle c'est la même qui me montrait une fichue condescendance il y a 30 ans 18. Pour ce mot illisible, le journal d'un écrivain propose, flanc laïquement, comme l'homme. Le mont Caburn est une colline dénudée, qui domine la vallée de l'Ouse au loin, sur l'autre rive de la rivière par rapport à Rodmel. L'aéroplane était un Avro 40K de l'aérodrome de Gatwick où les 3 victimes étaient employées. Si j'ai un naufragé mais vogue, étranger, alors que moi j'ai fait naufrage d'autres navires poursuivent le voyage. Todorida, Gandhi, emprisonné depuis mai 1930, fut libéré en janvier. La ballerine Anna Pavlova, 1881-1931, mourut à La Haye, le 22 janvier. Elle fut incinérée à Goldegréan, le 29 janvier. Le meurtre de Louise Maudstel dont on avait découvert le cadavre à Blackea, le 23 janvier, fit naître toutes sortes de rumeurs sensationnelles sur la disparition de jeunes filles dans le quartier. VW, alors qu'elle faisait sans enthousiasme ses débuts dans le monde, avait connu Lady Estée fichée sous le nom de Lady Jeune, son mari n'ayant pas encore été élevé à la pairie 864 rue 19. Lundi 2 février je crois que ce que je voulais dire. J'ai dans l'idée et, enfin, la routine habituelle. Qu'elles sont étranges et capricieuses, ces dernières convulsions des vagues. Et moi qui devais avoir fini pour Noël, est-elle bien aujourd'hui? Je suis allé l'entendre à sa répétition chez... Crois que j'arrive à la fin des hits. Je pourrais avoir terminé samedi. Ceci n'est qu'une note d'auteur. Jamais je n'ai assujetti aussi étroitement mon esprit à un livre. La preuve en est que me voilà à peu près incapable de lire ou d'écrire autre chose. Une fois la matinée terminée, je me contente de me laisser aller. Mon Dieu, quel ne sera pas mon soulagement quand viendra la fin de la semaine, et que je saurai, en tout cas, que j'ai bouclé la boucle, mené à son terme ce long travail, exprimé jusqu'au bout ma vision, enfin, je crois que j'ai fait exactement ce que je me proposais de faire. Bien sûr, j'ai considérablement altéré mon projet, mais je demeure sur l'impression d'avoir utilisé tous les moyens pour dire, coûte que coûte, ce que je voulais dire. J'ai dans l'idée que mes investigations vont peut-être trop loin et que, du point de vue du lecteur, cela risque d'être un échec. N'empêche, c'est une courageuse tentative, je trouve, qui marque une chose pour laquelle j'ai dû batailler. Ah, et puis quelle joie de me retrouver libre pour de nouvelles escarmouches. Quel plaisir que de paresser sans plus guère se soucier de ce qui se passe. Et je vais pouvoir enfin me remettre à lire en utilisant tout mon esprit, chose que je n'ai plus faite de tous ces 4 derniers mois, je crois. Il m'aura fallu 18 mois pour tout écrire, et nous ne pourrons pas publier le livre avant l'automne, je suppose. William P., l'autre soir, s'est étendu sur son nouveau roman, l'autobiographie, ou les expériences, d'un émigré, plus longuement que Léonard ne l'a jamais fait sur ses propres livres, de toute sa vie. Mercredi 4 février, une journée gâchée pour nous deux. Il faut qu'elle se rende chaque matin au tribunal, à 10h15, où le jury est bien convoqué, mais renvoyé chaque fois au lendemain, toujours à 10h15, et cette matinée, où j'aurais dû porter un coup formidable aux vagues. Bernard est à 2 jours, je crois, de s'écrier, aux morts, a été gâché par Ellie 2, qui devait venir à 9h30 précise et n'est arrivé qu'à 11h, il est maintenant 12h30, et nous sommes restés à parler de l'époque et des femmes qui travaillent, cela après avoir pratiqué les rites habituels du stéthoscope dans une vaine recherche de la cause de ma température. S'il nous plaisait de faire la dépense de cette guinée, on pourrait peut-être coincer un microbe, mais cela ne nous plaît pas, et je dois donc prendre du Bemax, un fortifiant, et, enfin, la routine habituelle. Qu'elles sont étranges et capricieuses, ces dernières convulsions des vagues. Et moi qui devais avoir fini pour Noël, est-elle bien aujourd'hui? Je suis allé l'entendre à sa répétition chez Lady Louise III.
Une vaste demeure de Portland Place, aux froides décorations de plâtre, dans le William Plomé, 1903-1973, poète et romancier d'Afrique du Sud, où il avait grandi, il envoya à la Hogarth Press son premier roman intitulé Turbo, Wolf, et les Wolf le publièrent en 1925. Il passa ensuite 2 ans au Japon et, en 1929, rentrant en Angleterre, put enfin faire la connaissance des Wolf. Sado, son deuxième roman, qu'il publiera en septembre 1931, a pour cadre le Japon. Le docteur Frances Elinor Randall, 1885-1942, nièce de Lytton Strachey, était le médecin de VW depuis que les Wolf s'étaient installés à Tavistock Square, en 1924. Lady Lewis, 1844-1931, d'origine allemande, était la femme de l'éminent avoué victorien Sir George Lewis. Leur demeure, au 88 Portland Place, avait été un lieu de rencontre pour une société mondaine et les plus grands artistes, écrivains, musiciens de leur époque. Lady Lewis devait mourir en septembre 1931, style Adams, évoquant un lit, itéati de mariage, tapis rouge, défraîchi, panneaux badigeonnés de vert terne. La répétition avait lieu dans une pièce tout en longueur avec une baie vitrée, donnant sur, ni plus exactement, dans d'autres maisons. Un grand feu ronflait sous la grille Adams. Lady 1, Désorines saucisse informe, et Mrs. Sainté, saucisse emmaillotée de satin, était assise côte à côte sur un canapé. Debout près du piano, est-elle, coiffée de son chapeau cabossé, effablée de son corsage de jersey et de sa jupe trop courte, dirigeait avec un crayon. Elle avait la goutte au nez. Miss Udabissis interprétait l'AME. Et j'ai remarqué que dans ce salon elle prenait les mêmes attitudes extasiées et inspirées que dans une salle de concert. Il y avait là 2 hommes jeunes ou relativement jeunes. Le pince rayé d'étel descendait peu à peu vers le bout de son nez. Elle chantait de temps à autre, et une fois, prenant la basse, elle lança une sorte de miaulement rauque. Mais elle met tant de franchise et de naturel dans tout ce qu'elle fait que cela n'est jamais ridicule. Elle s'oublie totalement. Elle semble n'être que vitalité, qu'énergie. Elle repousse son chapeau de côté et d'autre. D'un pas martial, elle traverse la pièce, pour signifier à Elisabeth que c'est la mélodie grecque. Du même pas, regagne sa place. Maintenant commence le branle-bas des meubles, dit-elle, faisant allusion là à quelques cabrioles surnaturelles, liées à l'évasion du prisonnier, ou à la révolte, ou à la mort. Je suppose que la musique est trop littéraire, trop appuyée, trop didactique pour mon goût. Mais je ne manque jamais d'être impressionné par le fait que c'est de la musique, autrement dit, le fait que c'était elle qui a tiré ces accords consonants, ces harmonies, ces mélodies de son esprit pratique, vigoureux, discordant. Et si, après tout, elle était un grand compositeur, cette idée fantastique lui paraît une simple évidence, c'est le tissu même de son être. Lorsqu'elle dirige, elle croit entendre du Beethoven. Lorsqu'elle va et vient dans la pièce, pivote sur elle-même et tourne autour de nous, perchée sur nos chaises, elle ne doute pas que ce soit l'événement le plus important de Londres. Et pourquoi pas, enfin point. J'observais les traits typiquement juifs de la vieille Lady L, empreints d'une curieuse sensibilité, frémissant, alors qu'elle écoutait, comme des antennes de papillons. Qu'elles sont sensibilisées à la musique, ces vieilles juives. Qu'elles sont flexibles, émotives. Missy Sainté, quant à elle, était assise, telle une figurine de cire, impassible, capitonnée figée sur place avec son sac en maille d'or. Samedi 7 février. Voyons que j'utilise les quelques dernières minutes dont je dispose pour consigner que grâce au ciel j'ai terminé les vagues. Il y a un quart d'heure j'ai tracé les mots, au m'orayant dévalé les 10 dernières pages, en passant par des moments d'une Missy Sainté, 1857-1933, sœur aînée d'Ethel Smith, était, depuis 1916, veuve d'un propriétaire, immensément riche, de mines de charbon, mais elle avait dilapidé la fortune de son mari en réception et générosité grandiose, qui avait fini par la ruiner, voire plus loin, mais 1931, Ethel Smith répétait son adaptation, pour voix et orchestre, du poème métaphysique de son ami Henri Brewster, La prison, dont la première représentation eut lieu, peu après, à Édimbourg, conduite par Ethel Smith. Une autre représentation, le 24 février, au Keans Hall,
fut dirigé par le chef d'orchestre Adrien Bou, Elsie Sudabi, 1893-1980, fut, entre les deux guerres, au premier rang des sopranos de concert. Elle et le baryton Stuart Robertson chantaient chacun les solos de la prison. Elizabeth Williamson, 1901-1980, petite fille de Ivy Anneress et nièce préférée d'Ethel Smith, à laquelle elle tenait souvent compagnie, enseignait les mathématiques et l'astronomie à l'université de Londres strid en main. Mais le journal d'un écrivain Don Siedorf, étudiant, init 66 février 1931 telle intensité, d'une telle exaltation qu'il me semblait courir en aveugle à l'appel de ma propre voix ou plutôt, peut-être, à celui d'une voix indéfinissable, comme à l'époque où j'étais folle, et au souvenir des voix qui volaient devant moi alors, je ne me sentais pas très rassurée. Toujours est-il que c'est fait, et il y a un quart d'heure que je suis assise ici, en proie à une béatitude céleste, plus quelques larmes quand j'ai pensé à Toby et me suis demandé si je ne pouvais pas écrire, Julien, Toby Stephan, 1881-1906, sur la première page. Je ne le pense pas. Le triomphe, le soulagement, on les ressent d'une manière tellement physique. Que ce soit bon ou mauvais, c'est fini, et, comme j'en avais précisément l'impression vers la fin, pas seulement fini, mais bien englobé, complet, bien établi en soi, encore que d'une manière très hâtive, très fragmentaire, je le sais. Mais je veux dire que j'ai pris au filet cette nageoire que j'ai aperçue dans le désert des eaux, au-delà des marais, par ma fenêtre, à Rodmel quand je touchais à la fin de la promenade au phare 8. Ce qui m'intéresse à ce dernier stade, c'est la liberté, la hardiesse avec laquelle mon imagination a saisi, a utilisé ou rejeté toutes les images et tous les symboles que j'avais préparés. Je suis certaine que c'est la meilleure façon de s'en servir, non pas en composition cohérente, comme j'ai d'abord voulu le faire, mais comme de simples images, qui ne sont là que pour suggérer. J'espère ainsi avoir conservé le chant de la mer et des oiseaux, l'aube, le jardin, subconsciemment présents, accomplissant leurs tâches souterraines. Vendredi 13 février puis avant-hier je me suis fait friser les cheveux. Non sans peine, j'ai surmonté un désespoir insondable lorsque Nessa m'a manifesté sa désapprobation. C'est frisé que j'affronterai le monde, m'étais-je dit très audacieusement, à 6 heures du matin. J'aime quand je suis d'humeur aux expériences. Jeannette Cazeneuve hier, recroquevillée, amaigrie, effacée, vieillie et très pauvre. J'ai remarqué ses chaussures bon marché et son vieux chapeau de velours défraîchi. J'imagine qu'elle a plus de 70 ans maintenant et pourtant en pensée je continue à la voir telle qu'à 45. Elle s'accroche à la jeunesse. Mais nous ne voyons jamais de jeunes et elle lit donc Thomas Eliot et a conservé toute sa tête. Mais comme c'est pathétique, mon Dieu que de voir nos professeurs devenir nos élèves. J'imagine qu'elle a eu une vie beaucoup plus difficile que je ne l'ai su, maladie, pauvreté, et l'étroitesse de la seule compagnie d'amphi, sans le moindre luxe et avec la pensée, mais de cela je ne sais rien, qu'il lui faudra quitter Amphi ou être quitté par elle. Elle séjournait chez un vieux monsieur de 91 ans, on était train d'angoisse devant une vieillesse comme la sienne, son visage s'est fait aigu, blême, s'est amenuisé, le regard demeure. Avec l'impatience j'attendais ses leçons, et puis les discussions, l'enthousiasme. J'avais 17 ans, dit-elle, à l'époque où elle venait. Elle n'avait pas eu l'impression d'une réussite. Voir VW, journal, 30 septembre 1926, j'aperçois une nageoire qui passe au loin. Quelle image pourrais-je trouver pour faire comprendre ce que je veux dire? Je voulais simplement noter un curieux état d'esprit. J'y verrais volontiers une impulsion vers un autre livre. Jeannette Casse, 1862-1937, universitaire, avait enseigné le grec à VW au début du siècle. Depuis quelques années, elle avait pris sa retraite en compagnie de sa sœur Euphemia, à Mastéa, dans le New Forest, Hampshire 111 Ifle. Mardi 17 janvier, 20-1 et moi, je sens que comparé et dont si Maria nous ne réussissons pas. Ils se sont mis en route jour Clitier polir cure le tour des mines, des usines, du pays noir, ont inspecté les docks pendant leur séjour ici. On doit visiter l'Angleterre. Ils vont se rendre à Moscou pour qu'un congrès sur la sexualité, sont allés aux Indes, iront en Amérique, parlent français, vont voir des gens célèbres, tandis que je vis ici comme un charançon dans un biscuit. Le brouillard s'épaissit, ma lampe ne marche plus,
Parce que nous faisons installer un chauffage. Seigneur, j'ai vu, vécu, senti si peu de choses en comparaison des Huxley, en comparaison de n'importe qui. Ici nous peinons à lire et à écrire d'une année à l'autre. Pas d'aventure, pas de voyage. Le brouillard se fait plus intense. Quelque invisible corde nous attache ici. Ajoutons à cela ma conscience harcelante de l'enchevêtrement mouvant des relations. Mes rapports avec Nessa, par exemple. Je crois qu'elle se rengorge, qu'elle s'enorgueillit de sa personne, je crois qu'elle se suffit à elle-même, je crois qu'on loue sa beauté, je crois qu'elle n'a pas besoin de moi, je crois 1 million de choses à la minute. Mes vantardises me nuisent, ce que je suis en réalité demeure inconnu, et cela n'en finit plus. C'est la rançon, des vagues. Mon navire a poursuivi sa route. Je tanque parmi les bouteilles vides et les débris de papier hygiénique. Oh, mais il y a les domestiques aussi. Lottie, Mrs. M, femme de ménage. Nelly confortablement installée à vie. Et je suis censée écrire 6 articles d'affilée sur quoi 12 plus une nouvelle 13. Mais sur quel sujet? Rien ne me plaît, que mon aptitude à vibrer. Si je n'étais pas si malheureuse, je ne pourrais pas être heureuse. Les Huxley approchent maintenant de Chesterfield, où ils interrogeront des techniciens. Aldo tient la vie bien en main. Quant à savoir si cela ne nuit pas à ses écrits, je ne saurais le dire. C'est un moderne. Achète immanquablement sportif et aventureux. Il pourra se vanter de n'avoir pas gâché sa jeunesse. Une certaine amertume, voilà ce qui le mène. La mort est là, rien n'a d'importance, du moins, que je vois tout ce qu'il est à voir, que je lise tout ce qu'on peut lire. J'imagine qu'il ne trouve nulle part l'immense satisfaction que, moi, je tire des choses. C'est la seule consolation que je trouve. Lundi 9 mars et puis, il y a déjà plus d'une semaine de cela, je suis allée chez Lady Rosebery, pièce vide, lumière glauque, buffet, valet de pied vénérable ou père du royaume. Aldous Huxley, 1894-1963, et Maria, sa femme, d'origine belge, 1898-1955, s'étaient installés en France, mais, voyageurs inlassables. Ils passaient alors quelques semaines en Angleterre pour récolter des données nécessaires à des articles sur l'Angleterre industrielle. Il y avait le projet d'accompagner Julien, le frère d'Aldou, et tout un groupe en URSS, dans un voyage organisé à la fin du printemps par l'un touriste afin de mettre en contact des personnalités scientifiques d'Angleterre et de Russie. Mais finalement ils ne partirent pas. Les Huxley avaient dîné chez les Wolf le 16 février. Truc, qui signifie en gros troc. Il semble que ce soit un lapsus de VW, le mot approprié serait plus vraisemblablement trogli, dépression, creux, le creux des vagues. VW avait entrepris d'écrire 6 articles pour la revue Good the Keeping, qui devait paraître sur 12 mois, à partir de décembre 1931. 5 de ces essais furent réunis pour la première fois aux États-Unis, en un mince volume intitulé The London Sun, qui parut en 1975, chez France Allemagne, New York. Puis ils furent édités en Angleterre, sous le même titre, à la Hogarth Press en 1982, à l'occasion du centenaire de la naissance de Virginia Woolf. Une traduction française, signée Pierre Mien, intitulée La scène londonienne, apparue chez Christian Bourgois, en 1984.11 et a signalé qu'elle comporte aussi le 6e article demandé à VW jusque-là resté inédit. Cette nouvelle n'a pas été identifiée. 868 Mac 19.11 l'est d'hier, jeune étendu, l'ordre Velstock exemplaire, caviar, Lady Oxford, une curieuse et féroce étincelle dans le regard, crispé, ligoté. J'ai connu votre père, votre mère, etc. doit venir prendre le thé. Souhaite que je donne une critique de son livre. Une impression de tambour et de cuivre, la conscience des crocs impitoyables d'Ethel, de son irrésistible vanité, et quelques serrements de cœur aussi, à la pensée de son désir puéril d'une réception. Quel fit bon visage à l'échec de la prison, son enjouement désespéré, son unique bouquet, sa vieille tête malmenée, coiffée de sa perruque, comme c'était déplacé, comme c'était lamentable. J'éprouvais des sentiments si mélangés. J'étais épuisé, ravagé, déçu. J'avais les oreilles qui tintaient, j'aspirais au réconfort de chaudes et profondes pantoufles, à quelque chose pour me consoler. Mais tout était effort, tension, et sentiment d'une complète futilité. Lundi 16 mars, c'est quelques considérations, passablement virulentes,
témoignent, je crois, des remous causés par les vagues. J'écris de temps à autre de petits articles dans la matinée, et j'aurais dû ce matin ébaucher les maisons des grands hommes, mais il me manquait les données nécessaires. Cet après-midi, je tâcherai de visiter la maison de Carlyle et celle de Kea. Demain je déjeune chez George et Margaret, pour y rencontrer les Rotenstein III. Miss Oldby 4 écrit un livre sur moi. Ainsi notre vie suit-elle son cours, jusqu'à ce que, quand le soleil se montrera et que les oiseaux chanteront, du moins je l'espère, nous clôturions cette période de l'année par 3 semaines de vacances. Cette année je suis disposée à des vacances. Je crois en effet que j'ai rarement travaillé aussi dur, de façon ou d'autre. Quant à ma tranquillité d'esprit, il y a toujours eu cette légère contrainte avec Nelly, et, à propos de la réception chez Lady Rosebery, une belle colère contre elle, cette espèce de vieille femme soldat franc-tireur, brave et truculente. Elle est trop abrupte pour qu'on soit familière avec elle, et je respecte son aptitude à se désintéresser de moi. Elle dit qu'elle s'est mise à lire le doyen Incis lorsque, à ma voix, épuisée, froide, hargneuse, elle a supposé que tout était fini. C'est la force de ses convictions qui lui les Wolf. Après avoir assisté au Quai en Sol à la première représentation londonienne de l'opéra des Tell-Smith, la prison s'était rendue à une réception donnée en l'honneur des Tell-Smith, au 38 Berkeley Square chez la comtesse Rosebery, seconde épouse du comte Cecil Baring, baron Revelstock, 1864-1934, et frère aîné de Maurice Baring, le romancier, ami des Tell-Smith. La comtesse d'Oxford, 1861-1945, veuve du Premier ministre libéral, était une personnalité des milieux politico-intellectuels et mieux connue sous le nom de Margot Asquith. Elle avait publié plusieurs livres, dont V.W. avait donné anonymement la critique. Le livre auquel elle travaillait a alors été Murmury, des souvenirs encore. Il devait paraître en 1933. Great Mansus c'était le 3e essai de V.W. et destiné à la revue Good Keeping. V.W. décrit ses impressions lors de sa visite de la maison de Thomas et Jane Carlyle, à Chelsea, et de la maison de Kea, à Hampstead, où V.W. alla en auto cet après-midi-là. Sir George Duckworth, l'aîné des demi-frères de V.W., et Lady Margaret, sa femme, avait une maison à Mayfair. Sir William Rotenstein, 1872-1945, peintre, alors principal du Royal College of Art, connaissait George depuis de longues années. Il venait de publier le premier volume de ses amendements, Ode, Autumn Souvenirs, dans lequel il décrit une visite à Hyde Park Gate et sa rencontre avec Vanessa et Virginia, alors tout habillées de noir. Winifred Oldby, 1898-1935, l'auteur de Sooty Ding. Son livre sur V.W. devait paraître en octobre 1932. Pour la belle colère au sujet de la réception de Lady Rosebery, voir V.W., de l'été, IV, numéro 2335. Le révérend Ing, doyen de Saint-Paul de 1911 à 1934, surnommé le doyen ténébreux, était un écrivain prolifique qui se consacrait à un sujet théologique, philosophique ou politique. De 1921 à 1946, il donna régulièrement une chronique à un Evening Standard, MM1, 11111.111 111 PR 9869 Dunbar sur moi la presse l'a hué, l'a sifflé, n'importe. Il pointe aussitôt d'autres projets sur pied. Il serait curieux de savoir ce il y tient à cœur, il pense sa musique. Il s'abaisse d'identifier Indida des explications qui l'imparaissent éplorables. Non, ce matin, je ne peux pas écrire. Barbara, Julien, Betty 1.111, INS l'autre soir Julien est sur des charbons ardents au sujet de ses poèmes. Emma tranquille et finte le semaine à Eoda s'il va se passer en discussion sur Pop et compagnie. Cela ne sera pas de bien bon sœur. Mais je ne peux pas décevoir les jeunes. Amy et Toya Anderson viennent avec moi attentivité mais envoie la tisser de broyer du noir et d'essayer d'écrire. On ne peut douter qu'une humeur morose, qui dénote le découragement, est plus excitante pour nos amis qu'une note triomphale de succès. Jeudi 19 mars c'était hier, moi très mal à l'aise quant à son personnage et à la vraisemblance de ses interprétations. Je crois qu'elle se fait des illusions sur les motifs qui l'ont poussée à répondre aux critiques,
par pur souci des autres musiciens, les femmes en particulier. Je n'ai rien à perdre, toute ma vie j'ai souffert d'un manque d'égard. Mal à l'aise, je crois, de voir qu'elle avait besoin d'être rassurée sur sa propre grandeur et qu'elle se jetait sur le moindre encouragement que pouvaient lui offrir mes vagues remarques. C'est exactement ce que je voulais que vous me disiez, elle met beaucoup de bravoure à défendre une cause perdue, mais je déteste le genre bohème, j'ai besoin d'air pur avant tout. C'est pour cela que je prends soin de me déclarer ouvertement. J'ai eu pour amie une impératrice, l'ambassadeur était un de mes vieux amis. Je ne pouvais pas me permettre de déchoir. Ce était insupportable, elle faisait allusion là à son rang dans la haute société romaine, il me paraît fort possible que la nature lui ait tout donné, sauf la faculté de s'exprimer dans la musique, de là, chez elle, cette course, cette violence, cette fièvre. L'unique issue est bloquée, et elle s'acharne à coups redoublés sur la porte, qui demeure fermée. Alors elle déverse le trop-plein sur moi, sur Lady Cunardu, ou sur toute autre personne qu'elle peut avoir près d'elle. Avec la véhémence la réponse des Smith aux critiques défavorables de la prison devait paraître sous forme d'articles dans Time and Tide, les 21 mars et 4 avril, ainsi que dans le N.S. et N du 9 mai. Barbara, 1911-1989, était la seule fille de Mary et Saint John Hutchinson. Julian et Warbell, 1908-1937, l'aîné des deux fils de Vanessa et Clive Bell, était entré à Accent Circonflexe King's College, Cambridge, en 1927, pour des études d'histoire et de lettres. En 1930, King's College lui avait accordé une bourse de recherche pour une dissertation sur Pop. Son premier recueil de poèmes avait paru chez Château et Windu à l'automne précédent. Le 13 mars, Barbara et lui dînèrent avec les Wolfe à Livy Restaurant, et un peu plus tard dans la soirée Elizabeth Jenkins les rejoignit à Tavistock Square. Celle-ci, après des études à Newnham College, enseignait dans un collège de Hampstead. Elle avait publié son premier roman, Virginia Water, en 1929. Les Wolfe emmenèrent Anne Stephan, la nièce de V.W., née en 1916, l'aînée des deux filles de son frère Adrien, ainsi que Johanne Sedar, Estoby, Anderson, fille de l'ancien rédacteur en chef de la N.A., Hubert Anderson, au Lyric Theatre. Hammersmith, le 27 mars, pour y entendre l'opérette à grand succès d'A. P. Herbert et Thomas F. Dunille. Il semble qu'il s'agisse là d'une citation d'un autre écrivain, K.A., plutôt qu'une note de V.W. au verso de la page. V.W. a en effet copié un passage d'une lettre de K.A. à Benjamin Robert Edon, datée du 22 décembre 1818. Je dirais que j'attache plus de prix au privilège de voir de grandes choses dans la solitude qu'à la gloire du prophète K.A., l'été, édition Sidney Colvin, page 212. La famille Smith avait eu pour voisine dans le Surrey l'impératrice Eugénie, 1826-1920, alors qu'elle n'irait à Fernborough, et par la suite elle devait devenir un des pivots de la vie d'Ethel. Lady Emerald Cunard, 1872-1948, d'origine américaine et veuve du très riche Sir Badge Cunard, était une personnalité mondaine et une protectrice des arts. 870 mars 1931, esprit torturé et frustré. Mais, cela, elle mourrait plutôt que de le reconnaître, d'où son épouvantable égocentrisme, son insatiable besoin de louange, puisque la seule véritable satisfaction lui est refusée. En conséquence, sa compagnie est épuisante. Christabel hier soir. Je place Léonard plus haut que tout le monde, plus haut que vous, qui êtes au-dessus du reste. Mon quatrième entame n'est pas de mon mari, pourquoi ces naïvetés eux? Son insatiable besoin de louange, puisque la seule véritable satisfaction lui est refusée. En conséquence, sa compagnie est épuisante. Christabel hier soir. Je place Léonard plus haut que tout le monde, plus haut que vous, qui êtes au-dessus du reste. Mon quatrième entame n'est pas de mon mari. Pourquoi ces naïvetés et ces confessions? Je ne lui ai pas plu, pas inspiré confiance hier soir. Desmond, McCarthy, Velinda, Benita, Vanessa, Raymond, Mortimer, Vita, Lord David, Duncan, Julien. Mercredi 25 mars, me voilà assise ici en attendant d'aller chez les Richemont après avoir déjeuné avec Liv et avant de dîner avec les loups. Boire du vin au déjeuner me congestionne et me coupe les jambes. Tom était là aussi. Mauvaise combinaison. Mes cheveux se sont défaits.
Hier, visite des docks avec Carole. Demain, réception des tels chez Nessa. Vendredi, Tantivitowe, ce qui me rappelle que j'ai encore des lettres à écrire avant de me changer. Mon Dieu, point. Samedi 28 mars, Arnold Bennett est mort hier soir, ce qui m'attriste plus que je l'aurais craint. Homme sympathique, vrai, bafouillant, un peu embarrassé dans ses façons, bien intentionné, pesant, bienveillant, vulgaire et le sachant, qui pataugeait et tâtonnait confusément à la recherche de quelque chose d'autre. Gorgé de succès, blessé dans ses sentiments, avide, lippu, prosaïque jusqu'à l'intolérable, passablement digne, s'obstinant à écrire, et s'en laissant toujours compter. Abusé par le luxe et le succès mais par naïveté, un vieux raseur, un égoïste, et très à la merci de la vie, malgré ses compétences, voyant la littérature avec des yeux de boutiquier, mais non dépourvu des rudiments. Bardé de graisse et baignant dans la prospérité, plus la passion des meubles empiride, de la sensibilité, une très réelle aptitude à comprendre jointe à une colossale capacité d'absorption, voilà le genre de choses qui me viennent à l'esprit ce matin, alors que je m'essaie au journalisme. Je n'ai pas oublié le 18 mars, V.W. Dina avec Clive Bell. Christabel, l'honorable Miss Henry McLaren, qui devint Lady Aberconway à la mort de son beau-père, 1934. Benita Jagger était la personne qu'on voyait le plus souvent avec Clive depuis quelque temps. Lord David Cecil, le fils cadet du marquis de Salisbury. Il est Wolfe, pluriel de Wolf, est-ce point. Ce jeu de mots revient souvent dans la vie des Wolfe. Ici, celle où désigne la famille de LW. Ce passage n'est pas daté, mais ce fut le 25 mars que VW déjeuna avec Liv Bell et T.S. Eliot. Elle alla prendre le thé à Kensington, chez Bruce Littleton Richmond, le rédacteur en chef du 71 secondes, et Helena, sa femme. LW vint l'y chercher pour un dîner de famille avec sa mère, une sœur et un frère et leurs conjoints respectifs. Le 20 mars, VW avait visité les docks dans une vedette des autorités du port de Londres, avec tout un groupe, dont Vita Sackville-West et Harold Nicholson, son mari, voire plus loin c'est tout 1931, note 8. VW rentra avec housekeeping Harold Nicholson et utilisa ses impressions pour un des articles que lui avait demandé la revue Godash, voire plus haut, 17 février 1931, note 12, 15. Arnold Bennett mourut dans son appartement de Baker Street le 27 mars, d'une fièvre typhoïde qu'il avait contractée en buvant l'eau d'un robinet à Paris au Nouvel An. Sa dernière rencontre avec V.W. remontait au 1 décembre lors d'un dîner donné par Tliel Santi, voir VW Journal, 2 décembre 1930. Avril 1931 871 lire lisons intention bien arrêtée de s'en tenir à ces nuls mots par le Tyrillique nul il est parti au trot pour aller les écrire ce soir 12 litres 4 et c'est avec chagrin que je n'y dis qu'il ne s'assiera plus. Insatable pour entreprendre de noircir méthodiquement, de sa belle écriture appliquée, mais monotone, son comptant de pages. Curieux de regretter ainsi la disparition de quelqu'un qui n'eut point 0,1 CIC ni dit, authentique, qui était en prise directe sur la vie, curieux, puisqu'il ne dénigrait, mais j'aurais plutôt souhaité qu'il contint à me dénigrer si, moi, à enquérir autant avec lui, un élément de la vie, et même de ma propre vie, pourtant si éloigné de la sienne, disparaît. C'est cela qui m'affecte 14 samedi 28 mars, les Wolfe allèrent en voiture à Lifford, invités à Passfield Corner, chez Sidney et Béatrice Webb, 01, ils passèrent la nuit. Le lundi, ils se rendirent à la Chambre des communes, voir, voici la Chambre des communes dans la scène londonienne, le 31 mars ils assistèrent au service à la mémoire d'Arnold Bennett, AST Clement d'Anne, dans le Strand. Le jeudi 2 avril, ils prirent la route pour Rodmell, passèrent Pâques à Monkshood et regagnèrent Londres le 9 avril. Samedi 11 avril j'en ai tellement assez de corriger ce que j'écris. Je crois cependant avoir appris à procéder d'un seul élan, mais ne sais pas fignoler. Je veux dire que j'écris avec une relative facilité, et que c'est mon horreur de corriger qui me donne la nausée, l'obligation tantôt d'ajouter, tantôt de retrancher. Et on me demande encore et encore des articles. Je pourrais écrire des articles jusqu'à la fin des temps, mais je n'ai plus de plume, enfin, je vais simplement donner signe de vie, et n'ai pas grand-chose à dire, ou peut-être trop, mais je ne suis pas dans les dispositions voulues. Nous sommes rentrés jeudi.
Le soleil s'est aussitôt montré, les feuilles se sont mises à pousser à qui mieux mieux. Dans le square la pelouse était littéralement d'émeraude liquide, et le reste à l'avenant. On peut imaginer combien je regrette mon Xos, et comment je me réveille en sursaut la nuit. Au petit matin je livre de terribles batailles, lutte, et pourtant un peu plus tard j'ai déjà oublié à quel sujet je me battais, proférant des malédictions, oui, des malédictions. Alors que je me rappelle cette hideuse maison neuve au sommet de ma colline, le rempart que j'ai si souvent contemplé dans mes promenades le soir. On construit maintenant le garage, si bien que nous nous tairons d'eux. Puis j'ai vu Pernelle et, en sus de Pernelle, Peter Lucas, si bien que cela l'a contrarié et que lui s'est entêté, et j'ai dû me débarrasser d'eux en invoquant la biographie l'église Saint-Clément des Danois, bâtie par Oren en 1680, 1682, mais avec un clocher de gibin. Outre ses articles sur Londres pour Good The Plus et celui sur Goss pour la Fortnightly Review, dans lequel elle compare avantageusement le franc parler et la sincérité d'Arnold Bennett à la vanité compassée d'Edmund Goss, VW écrivait aussi 2 articles pour le supplément littéraire du Times, l'un sur la critique de Locard, l'autre sur Aurora Lee, le roman en vers d'Elizabeth Barrett Browning, paru en 1857. Le second de ces articles parut également dans la Yale Review de Blehouse, selon un titre de Dickens, où l'abomination de Hancock se dressait sur la colline du Moulin, Millille, qui dominait Rednell. C'était F.R. Hancock, le candidat travailliste, malchanceux, aux élections générales de 1931 et 1935, qui venait de la faire construire 872-2. Cidale de Mississin, non que j'en eusse envie, mais ces amants ont l'obstination des moucherons autour d'une flamme, il faut qu'ils se parlent, même si ce n'est pas de Sheila. J.E.D. Nous partons pour nos 15 jours de vacances en France. J'ai l'intention d'écrire un journal, de manière à faire durer plus longtemps chaque journée. Je crois que c'est La Rochelle qui me plaira le plus. Je vais vouloir y vivre. J'y prendrai une maison. Je vais rêver de m'y promener lorsque je serai vieille et somnolente. Les Wolves quittèrent Rodinel le 16 avril, pour traverser la Manche de Néouavan à Dieppe et faire le voyage en France qu'ils avaient projeté. Ils rentrèrent le 30 avril. Le journal de L.W. Papé, Sussex, rapporte en détail leur itinéraire et indique à quels hôtels ils descendirent. Je vais coller ici, bien qu'elles n'en valent guère la peine, les notes volantes que j'ai prises, en général gelées, transpercées d'humidité et les jambes enroulées dans une couverture à cause du temps. Le temps, tout le monde en parle. C'est le pire mois d'avril qu'on ait eu depuis 50 ans. Que nous en rapportions tant de souvenirs délicieux, ravissants, amusants, et que nous ayons trouvé tant d'agréments à rouler au long de routes mouillées, sous un ciel qui n'était que nuages gris, en dit long sur notre état d'âme. Alors que nous sommes mariés depuis sous 1912, voyons, 1931-1912-19, depuis 19 ans. Comme c'est émouvant de ressentir cette chaleur, cette curiosité, cet attachement quand je me retrouve seule avec elle. Il me faudrait examiner à fond ce que j'éprouve à son égard, mais, que ce soit paresse, humilité, orgueil, je ne sais trop quelle réticence me retient, moi qui, ne suis pas réticente. Journal de Tours, S, à La Rochelle Brantôme etc. Jeudi 16 avril Néouavan, dîner. Hôtel récemment réaménagé, dans le style moderne. Clients surprenants. 2 jeunes gens en pantalon, mais sont des femmes. L'une est le livre sensationnel, mais peu digne de foi, de Violet sur Elisabeth Sidal, intitulé La femme de Ossétie, sa vie et sa mort. La Hogarth Press envisageait de le publier, mais finit par le refuser. Il parut cependant en 1932, chez John Lann, Johann Pernell Strachey, 1876-1951, était la 4e des 5 sœurs de Lytton et le principal de Newnham College, Cambridge. Frank Lawrence, Peter, Lucas, 1894-1967, membre du corps enseignant de King's College, Cambridge, et, depuis 1926, maître de conférences en littérature anglaise. Sa femme et lui s'étaient séparés 2 ans auparavant et lui était maintenant amoureux de Sheila, diplômée de Newnham College, femme du peintre et critique d'art Alan Clutton-Brock, Cambridge, et IM5. Les Wolves dînèrent au Bridge Hotel, honorés par le roi de France, à Néouavan, où en
848 Le roi Louis y passa sa première nuit d'exil en Angleterre. YI 193 873 Mrs Pilkington, non identifié elle. Conversation au téléphone. Oh, Judy chérie, j'aimerais tant te voir. Elle est absolument merveilleuse. On s'est couché à 2h30 du matin. Maintenant nous sommes à Néo avant la démarche et les gestes d'un homme pourtant, chemise y carreau. L'autre avait un visage féminin, des deux c'était la renune, mais en pantalon. Personne n'y faisait attention. On commande des cocktails. D'autres clients, un homme, l'air de tartarin, barbe noire touffue, pointant en avant, chevilles nues, casquette de marin, anglais pourtant. Les autres, un couple de jeunes mariés, la jeune femme en robe du soir. Appelé au téléphone, la famille sans doute. La sienne à elle probablement. Des couples âgés qui vont faire la traversée comme nous, l'air trop respectable dans cette ambiance de comédie de cinéma, et un Néo avant avec ça. Un très bon dîner. Temps très humide, très froid, horrible atmosphère de bord de mer, tout est détrempé, et les arbustes fouettés par le vent, comme toujours à Dieppe. Petit déjeuner à l'hôtel habituel, du Rhin et Néo avant. Nous nous mettons en route. Vent et pluie, il fait presque noir. La pluie entre. Au bac de Quillebeuf, elle aperçoit un coin de ciel bleu. Grande allégresse. Déjeuner à l'auberge près du bac Bon Marché, ordinaire, du poisson brûlé. Un vieux couple, des gens de la campagne, en train de déjeuner. Lui met un doigt d'eau de vie dans son café. Nous repartons. Suivons des routes de campagne. Pas une maison. Arrivons à Alençon, vieille ville blanche, élégante, avec un grand magnolia surchargé de fleurs. Entendu un haut-parleur, dans une vieille maison, où une jeune fille écrivait, assise sous des rangées de bocaux. Curieuse petite scène. Immense place pour parade militaire. Mauvais dîner, sauf le vin, une bouteille entière. Clients, 4 hommes d'affaires français, un homme d'affaires chinois, une jeune fille qui ressemblait à Freud Gonchorf, une cousine de VW, et un très vieil homme. Conversation sur les trains pour Paris. Eau froide pour un bain, qui nous a coûté les yeux de la tête. Froid mordant, mais avons été suffoqués au petit matin par l'air brûlant du chauffage. En route pour Saumur. Roulons plus lentement. Temps d'avril, froid très vif, ne sommes pas assez couverts. Déjeuner à Sablé-sur-Sarthe, plutôt mauvais, là encore. Vieille petite ville sur la rivière. Vu un vieux château à Durtal, transformé en asile de vieillards ou hôtel, pas vilain, avec ses poivrières à l'épreuve de la pluie. Samedi 18 avril Saumur, il fait froid, humide, mais avec quelques lueurs de beau temps. La Loire, très large, sans un seul bateau. La France est très vide. Meilleur hôtel, au plus chaud dont se paraît que les femmes portent des robes de coton, sans souci du temps vu la grosse église ronde au bord du fleuve. Un marché. Partons, sans avoir pensé au changement d'heure. Matinée ratée. Sommes allés à Fontevraud, avons vu la vieille église, belle et nue, du couvent. Inutile de vous découvrir, a dit le guide, elle n'est pas consacrée. La tombe des Plantagenets, qui rappelle Edith Sitwell, longs et étroits, couchés côte à côte, les bleus et les rouges ont été repeints. Maintenant tout ce grand couvent où les filles de France étaient éduquées est une prison 6. Le poète Edith Sitwell, 1887, moi 1964, la tête d'avoir glissant Angevin. L'abbaye de Fontevraud a été une maison de détention de 1904 à 196.1, 874 cloches de prison, celles qui les appelaient pour le dîner. Fontaine où les jeunes filles se lavaient avant le dîner. Le froid devait être pire alors. Les abbesses se sont fait représenter sur des fresques, visage gras, sensuel, au nez impérieux. Avons continué sous la pluie, à travers la campagne, étroite route jaune, vieilles femmes assises dans les champs sous un parapluie, près de moutons. Biblique, d'un autre âge, déjeuner à Thouars. On n'a pas encore une seule fois mangé mieux que dans une auberge anglaise, a dit elle lundi 20 avril. L'ambiance devient peu à peu celle du midi, des hommes jouent aux boules. De vieux messieurs descendent d'auto pour aller cueillir des fleurs dans les bois. Routes raides comme des bâtons, certaines bordées tout le long d'arbres dont les cimes se touchent. Mais tant pire que jamais. L'auto, vitre fermée toute la journée. Étions à Niort à 6 heures, bien décidés à faire encore les 60 km et quelques, jusqu'à La Rochelle. Arrivé là à 7h30, c'est dire si nous allions vite. J'ai oublié nos 2 crevaisons. L'une à Thouars qui nous a retardés puisque le bonhomme n'a pas voulu réparer pendant que nous déjeunions.
J'ai lu Amant et Fils, de D.H. Lawrence, sans en sauter un mot, un carrousel. Regretter de n'avoir pas de manteau de fourrure. Autre crevaison 16 kilomètres plus loin. Avons dû rester dehors sous la pluie pour changer la roue. Creuser un trou dans la route. Sommes remontés dans l'auto et nous voilà repartis. Entrant dans un hôtel sur la place, avons trouvé les gens qui dansaient, sommes donc venus ici, H de France et d'Angleterre, exactement ce qu'il nous fallait, plancher bien ciré, calme, un jardin, des ruines, du lilas, des toits d'argile rouge, mettant gris encore ce matin. Fenêtre ouverte toutefois, et il ne pleut pas pour de bon. Mardi 21 avril en route pour Marennes. Temps froid et sombre d'abord, qui s'est peu à peu éclairci. Notre plus belle journée. Les gens commencent aussitôt à paresser, à fermer les devantures. Pour nous rendre à Marennes avons traversé un marais vert émeraude, désert, une vache ou deux, une grande femme maigre, habillée d'une soutane noire, comme un curé. À Bourgeon, brouage, ville à l'intérieur d'un vieux mur, couvert de touffes d'herbe. Pays ravissant. Aéroplane faisant des acrobaties. Église de Marennes, vieille barque suspendue à la voûte. L'hôtel des Huîtres 2 kilomètres plus loin. Nous sommes assis à une table verte, au soleil, pour boire du café. Elle a pris une demi-douzaine d'huîtres, vivantes. A dit qu'elle se tortillait dans sa bouche, verte, avec des coquilles difformes. Un bois de pin, le silence partout, pas de maison, marée basse. Ravissante traversée du marais au retour. Hautes herbes aquatiques, d'un jaune délicat comme les cheveux des bébés, large rivière brune. Familiarité des marins du bac. Nous voilà au gîte. Froid plus vif maintenant. L'auto en panne. Première journée entière de beau temps. Déjeuner de pâté et de croissants dans le marais. On se lasse vite de la cuisine d'hôtel. Samedi 25 avril Angoulême. Foire, concours agricoles, fanfare, un haut-parleur aussi, caché dans une grande tour de carton bleu et jaune, plus haute que cet hôtel et portant par inscription huile et tourteau. On y vend des glaces par un petit guichet. Nous sommes allés au concours, avons vu des chiens, des lapines belges, des scies mécaniques, des abeilles dans des ruches. Puis nous avons fait le tour des remparts, par grand vent, sous des noirs. Cela m'a légèrement rappelé Clifton, terrassé au perché, ouvre tous les vents, d'où l'on domine de vastes étendues de campagne obscurcies par les nuages. En le salon de thé des jeunes filles qui buvaient du porto et mangeaient des gets, du haut. Avant cela, nous sommes allés à Castillon, une aventure, en empruntant d'étroites routes campagnardes au sud de Brantôme. Son miss, y arrivait tard. Avons dîné à Boule d'Or, puis promenade au bord de la Dordogne, d'une largeur majestueuse, vide, comme il en est toujours de la France, à part un bateau de course. Nous avons passé la nuit là, et très bien dormi, au chaud dans nos lits, bien qu'il n'y eût pas d'eau chaude et qu'il fit si froid que nous avons dû nous coucher. Le lendemain il faisait beau et doux. Je suis entré dans l'église après la sortie des enfants du catéchisme. Je m'émerveille toujours de l'énorme trésor de piété qu'il a fallu jadis pour transporter ces blocs de pierre dans ce qui était à peine des villages. Délicieuse journée de printemps. Après avoir roulé pendant 7 ou 8 kilomètres, nous arrivons à Montagny et sonnons à la porte du château. Personne ne se manifeste. Des femmes s'occupent des vaches dans de vieilles étables. Tout au bout une tour. Un jardin avec des arbres en fleurs. L'habituel château au toit pentu et tuiles d'ardoise. Au-dessus de la porte, que qu'ai-je ? Une femme surgit, nous fait gravir d'étroites marches de pierre très usées et ouvrir une solide porte cloutée. Voilà sa chambre. Voilà son cabinet de toilette. Celle-là qu'il est mort. Par là qu'il descendait, il était de très petite taille. Pour se rendre à la chapelle, nous remontons. Il y a là sa bibliothèque. Les livres et les meubles sont à Bordeaux. Voilà sa chaise et sa table. C'est lui qui a tracé ses inscriptions sur les poutres, aucun doute à avoir. C'est bien la pièce où il se retirait, et cette vieille chaise de bois peut fort bien avoir été la sienne. Une tour ronde, au mur très épais, 3 petites fenêtres alignées sur le mur donnent sur une autre tour. C'est tout ce qui reste après l'incendie qui a ravagé le château en 1880, environ. Nous nous sommes aventurés sur la terrasse, avons vu les vignobles plus bas, la configuration des collines et des terrasses rougeâtres, une ou deux fermes brunes et trapues, à peu près ce que voyait déjà Montaigne. Au cours de ses méditations il avait dû, cet homme singulier, s'arrêter pour regarder ce que nous regardions, un paysage aussi beau maintenant que jadis. Des Américains et autres, c'est comme ça toute la sainte journée, nous dit la femme.
Un chien nous suivait, qui alla ramasser une châtaigne et la déposa sur le parapet pour qu'on la lui lance. Nous nous sommes remis en route à travers une campagne au dessin ravissant, qui rappelait le midi, mais en plus subtil, pour arriver à Bergerac où nous avons pris notre seul bon repas, au dire de elle est vraiment. Une fois passé l'effet de la nouveauté, la cuisine est plus écœurante, plus ordinaire et moins intéressante que je ne m'en souvenais, ce déjeuner excepté, Montbazillac, pâté, œufs et le reste. Puis Périgueux, magasin d'antiquités chez hors de prix, église aux coupoles vertes, récurée, remise à neuf. Rien que des vieilles femmes pour fidèles, toutes en Clifton College 7. Ce fut le 23 avril que les Wolves se rendirent à Saint-Michel-de-Montaigne, à l'ouest de Castillon, dans l'intention d'y visiter le château qu'avait habité Montaigne, pour lequel LW avait une vénération particulière. Voyant en lui le premier moderne civilisé noir, couverte de lainage, décrépite, un prêtre indifférent vacillait tranquillement à ses ateliers en faisant divers gestes. La religion de Tom. Il faudra que je lise son Lambeth ce soir, d'autant que je suis presque à court de lecture tant j'ai dévoré. Cap sur Brantôme au soleil du soir. Un homme abattant des peupliers dans un pré tout plat, un gamin en train de pêcher, sous les vieux ponts, l'eau qui court comme un ruban dans un anneau, grottes enfumées, servant d'habitation depuis Charlemagne. Modeste auberge, propre, rudimentaire, refusons. Des lettres, coffret neuf, est-elle, Vita, au sujet de ma bibliographie, Nessa, qui est à Okehampton, en pleine inondation, a décidé une fois pour toutes que l'Angleterre était intolérable. Les enfants tellement excités qu'elle ne peut renoncer au voyage à 1 degré. Promenade à pied hier. N'avions pas pensé à l'échelle des cartes et nous sommes aperçus que Champagnac était hors de notre portée. Le temps s'est gâté aux roches. Sommes arrivés à une vieille maison sur un terrain couvert de gazon, avec des arbres et un jardin entouré de murs. Oh, vivre ici nous sommes-nous dit. C'est tellement plus éthéré, plus doux, plus joli que Cassis. La campagne est plate et verte comme une pelouse avec de grands peupliers élancés, frémissants, à peine en feuilles, et puis ces collines défoncées à la bêche, je les zone. Il y a aussi cette rivière au bord de laquelle nous nous sommes promenés. Une rivière si profonde, si romantique, qui réfléchissait le bleu des nuages orageux, les saules, les déformant nonchalamment dans sa course. Des touffes d'un bleu de gentiane parmi les roseaux. Une prairie élisabéthaine, prime-vert, jacinthe. Mais le tonnerre se déchaînait, nous avons couru nous abriter dans une sorte de cave en ruine, pour ensuite nous précipiter sur la route et faire le plus vite possible les 3 kilomètres et plus du retour, les cuisses douloureuses. Au cimetière, tonnerre et éclair, tous les auvents de zinc et les couronnes de métal jetaient des lueurs. Des jeunes filles, des gens venus pour un enterrement se prenaient le bras pour se sauver. Sommes arrivés avant la plus grosse averse, très violente. Foire. Toutes les femmes en noir, avec des gosses et des moutons. Cochons dans des fosses. Un homme qui proclamait que d'après sa belle-sœur le poisson est moins cher à Paris. Des employés de la Société Générale au déjeuner. Un noir, vaguement littérateur. Les autres, très méridionaux, gesticulants, parlaient automobile. Dimanche 26 avril, continuons sur Poitiers. Cinéma hier soir après un bon dîner à l'hôtel où nous aurions dû descendre. Violent fou rire à la vue d'animaux dans l'hôtel. Une méthode un peu ridicule, les Français, de raconter une course cycliste en traçant des croquis rapides sur une feuille. Sortons dans la ville glacée, toute offerte au soleil, qui ne se montre pas. Avons roulé dans le froid et le vent ce matin. On aurait pu se croire dans le Hampshire, sauf que la campagne est vide. Pas une auto. Étions à Poitiers pour le déjeuner, dans un restaurant. Officiers déjeunant en compagnie de leurs jeunes dames. Pluie et province. Un grand type épais fait un énorme repas. Pénible tout after Lambeth, de T. S. Eliot, numéro 30 du Criterion Miscellany, paru en mars 1931. Edward Knight Coffey, 1890-1954, artiste et designer américain, qui s'était fixé à Londres en 1917. C'est lui qui dessina la tête de loup que la Hogarth Press commença d'utiliser pour chiffres à partir de 1930 pour certaines de ses publications. Cette affaire de bibliographie n'a pas été éclaircie. Vanessa, pour égayer les vacances scolaires,
s'était engagé à emmener sa fille et une amie de celle-ci dans une randonnée en voiture jusqu'en Cornouailles-Poulain 9.31 877 de voir comment le soufflet disparaît. Visita, d'église, entendu des femmes bêler les réponses comme des moutons. Afkrs glacé par intermittence, aussi sommes-nous rentrés pour lire et y rire jusqu'au liner. Hôtel tranquille, familial, chambre donnant sur la cour, Inazirois, là encore. Il écrit le 27 avril, pas de chauffage central ce soir, la rue on dit nous coucher pour avoir chaud, comme précédemment. LW 1.1111, 27 avril, les nuages de dimanche ont disparu, mais le ciel reste de plomb. Franchissons les hauteurs pour arriver à Chinon. Ville blanche et grise, discrète, charmante. Itro ont du courrier. C'est agréable de recevoir un télégramme qui vous sollicite pour un discours, quand on sait qu'on ne peut répondre. Déjeuner de premier ordre, une de nos plus belles aubaines. Aucune comparaison possible avec le White Hart, Casser blanc, à le haut. Gravissons le sentier escarpé qui mène au château. Frappons à la porte, repartons, soulagés. Nulle femme ne nous rappelle. Explorons seul le château, comme cela nous arrive toujours. Pas le moindre touriste, et seulement 3 Anglais pendant toute la visite. Voyons la haute salle à ciel ouvert où Jeanne s'est arrêtée devant le roi. Le même manteau de cheminée peut-être, mince fenêtre découpée dans le mur épais. Soudain, ma vue plonge sur les toits en bas. Comment passait-on les soirées au Moyen-Âge? Une crypte de pierre dans laquelle a vécu Jeanne. Les gens gravent leur nom partout. Soyeuse, sinueuse, la rivière coule au-dessous. Aimer les pièces à ciel ouvert, les fenêtres découpées à angle droit. Nous nous sommes assis sur les marches pour entendre 2 heures tâter à l'horloge qui sonne depuis le X du siècle, que Jeanne a entendu. Un son rouillé. Quelles étaient les pensées de Jeanne? Était-elle folle? Une visionnaire arrivant au bon moment, avons repris la route. Averse, froid, mauvaise route, peu importe, nous sommes de bonne humeur jusqu'à ce que nous mettions pied à terre à Château-le-Noir, Château du Loir, en espérant y trouver une petite auberge campagnarde. Dans l'entrée, des femmes étirent des draps pour les plier. Il y a perpétuellement une lessive et du repassage en train dans les hôtels. Un jeune enfant s'amuse avec du papier dans le bureau. Bon dîner en son genre. Puis le cinéma commence dans la cour, conversation et rire jusqu'à minuit et demi environ. Cet endroit humide fait de son mieux pour se réjouir, bravement, malheureusement pour nous. Petit déjeuner infect dans la salle commune, puant le vin. Nous partons donc, journée froide, mais nettement plus claire. Il paraît que c'est la lune rousse, que cela arrive chaque année, mais que le mot signifie rouge russe, je n'en sais rien. En route pour Le Mans. Encore une vieille ville aux lignes grises et blanches, digne, aux fenêtres sans relief. Des lettres. La cathédrale. Achetons des parapluies, un porte-plume, un plateau, déjeunons. Tourne d'eau trop saignant et très cher. On sert rarement de la bonne viande dans les restaurants de ville, je trouve. À Chinon, pourtant, je ne sais plus ce que c'était, du canard, je crois, mais excellent. Ici, pas grand-chose qui puisse rivaliser avec le White Hart, notre principal point de comparaison. Dans cet important débat, je prends toujours parti pour la France, elle pour l'Angleterre. Les prix semblent beaucoup plus élevés qu'il y a 3 ans. J'ai voté pour 11, la grande salle du château du Milieu, à Chinon, où Jeanne d'Arc, le 9 mars 1429, reconnut Charles VII qui se dissimulait dans la cohue des courtisans 878 au RIF 19.1 Dreux, si bien que nous y sommes, à l'hôtel du Paradis. Et dès l'entrée nous avons entendu les violons et vu des jeunes filles en robe légère, vulgaires, arborant leurs plus belles toilettes, achetées au magasin de confection locale. Un mariage. On dansait déjà à 5h30. C'est l'auberge qui avait des placards anciens hideux. Nous avons dû aller dîner à l'autre bout de la cour car on dansait à la salle à manger. Des fraises au dessert. Une glace. Niais, un rappelant Arnold Bennett. Je l'ai refusé. Service très lent, plat froid. Gens arrivant sans cesse en auto dans la cour. Petits garçons folâtrant partout, en velours noir. Petites filles habillées à la perfection et très guindées. Invités par familles entières. Petits négociants, j'imagine. On dansa jusqu'à 11h. Puis nous vîmes les malheureux serveurs emporter les tables. Les serveurs, de même que les femmes de chambre, doivent être des gens très cyniques,
Terriblement conscient de la nature transitoire de la vie, et la musique se tut. Le repas de noces commençait. Vers minuit ou 1 heure, j'étais réveillé, les autos se mirent de la partie. Les gens criaient, riaient, se disaient au revoir. J'avais vu danser la mariée, pâle jeune fille à lunettes, et j'ai pensé à elle qu'on arrachait à Dreux pour l'emmener remplir ses devoirs dans quelque petite maison de banlieue, car, selon moi, elle épousait un employé de bureau. Et maintenant il commence à assurer la continuité de la race. Nous avons eu aujourd'hui notre plus belle matinée. J'ai mis mon chapeau de soleil et enlevé mon chandail. Elle en a fait autant. Et on m'a cajolé pour que j'envisage sérieusement l'achat d'un bureau, 10 livres. Puis, lors d'un arrêt à Nonancourt, nous découvrons un gigantesque magasin de meubles anciens, et un homme cultivé, en pantalon de golf bien coupé, sportif, connaisseur, trop conscient de l'être. Peut-être achèterions-nous un lit. Puis nous déjeunons au bois joli de notre Clara. Fichtre. Un château où chaque chambre est meublée selon l'époque qui la désigne. Un poulet rôti à la broche dans la cheminée. Vieille coutume, jolie serveuse en jolie robe, le trucage habituel, amusant. Une américaine, elle dit, parlant des coucous, regardez les bébés primes verts. N'est-ce pas qu'ils sont mignons? Je déteste le mauvais français des étrangers. Un déjeuner admirable, mais coûteux. Une livre 10. C'est l'idée que Clara se fait du paradis. Non la mienne. Un salon de thé genre Druzy à 14, en plus luxueux. Cela m'a dégoûté des vieux meubles français. Si belles qu'elles soient, les choses perdent infiniment à ce qu'on les mette sous globe au lieu de s'en servir. La honte, l'effort de chatouiller notre vanité, de consommer notre argent, voilà qui est pénible. Quantité de vieux kiosques de jardin et de terrain pour jouer aux quilles. Une vieille calèche, ce que j'ai trouvé de plus charmant, poussé, avec quelques objets de rebut, sous un portail, ville-siècle. Et nous voilà ici, à Caudebec. Et le temps, maintenant, notre dernière journée, est au beau fixe, soit. Fin des pages insérées. Les Wolf étaient descendus là en avril 1928, alors qu'ils rentraient d'un séjour à Cassis. Un restaurant à Tillières-sur-Avre, sans doute recommandé par Clara, la sœur cadette de L.W. Le Druzia était, et est encore, un salon de thé rustique, situé entre Berwick et Alfriston, dans le Sussex. Dimanche 3 mai 1952 Tavistock Square. Oui, tout cela est fort bien, niais par ces 0,1 en serre. Et pourquoi commencer? Autrement dit, à quoi rime ces notes quotidiennes? Au simplement des données pour un livre, je pense. Oui, lire un jour de migraine. Après tout, Percy pourrait les brûler dehors. Ian pourrait les brûler en bordure du champ où nous envisageons d'être enterrés d'eux. C'est une décision que nous prise aux obsèques d'Arnold Bennett. Mais maintenant, mettons que j'ai 3 mois devant moi, les 3 mois d'été. Que vais-je en faire? Pour ce qui est de voir des gens, nous allons nous imposer une règle. Il faut qu'il y ait un trou noir hebdomadaire, une masse grouillante de gens qui prendront le thé tous ensemble. Nous serons ainsi plus souvent libres le soir. J'ai l'intention, ces soirs-là, de n'y promener, de lire les Élisabétains, de gouverner mon âme. Oui, et l'intention de faire des investigations à Édimbourg et Stratford-sur-Avon. Celle, encore, d'achever les vagues avec panache, d'une main de maître. D.H. Lawrence m'a donné beaucoup à réfléchir quant à écrire pour l'amour d'écrire. Il faudra réserver 2 jours à la lecture de manuscrits et veiller à ce qu'elle n'empiète pas sur les autres sections. Ces décisions, le trou noir et les manuscrits de la Hogarth Press contribueront à nous donner un été calme et satisfaisant. Et puis, bien sûr, maintenant que nous sommes si prospères, que nous avons 2 réfrigérateurs et que tout est beau chez nous, je n'aurai plus à gaspiller mon temps et mon argent pour ma toilette, et, comme j'ai à peu près perdu tout sens d'un devoir envers la société, je compte bien en faire à ma tête lorsqu'il s'agira de ne pas se presser, ne pas s'agiter. Je veux voir les champs et les fleurs, 1 ou 2 endroits nouveaux, écrire quelques bons articles. Il semble qu'en ce moment je sois capable d'écrire hardiment de la critique. Grâce à une chambre à soi, me suis-je dit brusquement la nuit dernière. Mercredi 13 mai, si je n'écrivais pas quelques phrases ici de temps en temps, je perdrais, comme on dit, l'usage de ma plume. Je suis maintenant engagé dans ce travail qui consiste à retaper, de bout en bout, les 332 pages de ce livre très condensé, Les Vagues. J'en fais 7 ou 8 par jour, ce qui signifie, je l'espère,
que j'aurai tout terminé vers le 16 juin. Cela demande un certain courage, mais je ne vois pas comment je pourrais autrement effectuer toutes les corrections et conserver le rythme, mettre du liant, élargir, procéder, enfin, à la dernière mise au point. On croirait passer un pinceau humide sur toute la surface d'une toile. Vendredi 15 mai, mais ainsi la vie est agréable. Ces règles que j'ai établies m'ont déjà valu une semaine de tranquillité. Hier, je suis allé à la vente aux enchères de Mrs. Saint-Percy Bartholomew, de Park Cottage. Était depuis 1928 le jardinier des Wolfe, à Monxoz. Les cendres de Virginia et Leonard Wolfe sont enterrées à Monxoz, dans le jardin même. Mrs. Charles Inté, sœur d'Ethel Smith, qui s'était ruinée par une hospitalité sans frein et d'extravagante libéralité au profit d'artistes et de musiciens, s'était vue dans l'obligation de vendre ses tableaux et ses meubles. Les Wolfe allèrent examiner le contenu de sa demeure, au 2 Gloucester Square, le 8 mai, et se rendirent à la vente aux enchères sur place le 14 mai au Taureau 4.1, J103 SFC Tilxt Monzu, Nual Ken SW 9.11,xnon S9 Stintiswa of Swakt, 9 Prstrosu OSCD UOF, Uorm 91 RCPI UNLMSP, Rua, Tusiogio, Lix1 Uldra 5 Iom SU Epline 6 Juro 9 LPA Ruor Unsu, Unio Jioxek S1, Livre 61 Itu Inaida Atup Tuision Canance 4 Alpopu, à 11111, 111 FF 711 Lililo ANP1 Luotuel Tsuirlo 1 Lurinox Seuzot Poen Beotio Maclasinol, Tuyod Pakio Wolsk, SO Fiel Noir PCD ou OI et Mon Losé Ilaisi OI 0 à 01 1110, 1110 SSTI sous SOILD Sinois Alpiagi OLIEJOSS et D 11 à 10 A. Accent circonflexe 1.1 Cusozul PSAP au plus omnejao le dio veoludaio Yolina LNRJ, NBA APO et Momonej Limited Liu Noléation. Petsneotnri sans EFOL et notanu à 1.0 Loos au putier NBA Puras Niofut 9 un. NBX notu nopnroct ludinu autrito atuguesara à Lutso, Peutit Psi 41. Josero UOSE, un ambora orxa NBXN Amori Utimo Asio Pleo Azodxa un Erodexo Itno Lua 0 Il Sao Tuo 6A, 11, Yoalki Amia Atriac, page 1.1 RNB 1 UOLP ANB la Noaznac page 1 Tamb 1 Mulsiste et peu 1 Puorsio Asnot Pujono UOALPF, Steno ANB Onaino Ofita Azosio New June. Ino mulingio ast non du zolio aluatua tsio as non fin du surili non oxnainus lomio de donne swaneonos suasis as nololium onaruatal et cesser, p nonea affirtuala ejl pua laiso nbo tualiofo, po solitelila agno usapssnr jolopr, po nua jambe nronk noax lima.14 sias lo que au soir en zirao, Pedno un jolof sorsonius nu en psawa pepio ason kinsana, lu unuriran lual d'aperçu, nbxno, pa orxoar, oyosa atidozo, que des mars te westopsa fonb isurel sa. Desuto nepal noa durpio jualu afiros nulio pia cite sat puis a usan, ulsrb w sans prix pulsra reduo os irtuo pour le JE3 aéronaute pixnr 31.1 C94 li, SSI Olripa Népal la TPRG OQNP Népal SOR TRDSO JSU EPO SUNUAL SAP Molnucio IDEOR le Altani 2 Ayalo Molsa virgule Lupo Yononio Joateliasi O2 Urtu Alto, Sol Puoa sur Poru Aierkipio SUOUSNFEJUAR SROME ONB, au Murn Buté DEJIOS Piocrix NR Orpio Tuun, PAORN et ANB Jean Suez ANS Nio Yans Nio Jaselis Nio URU.14 Sawa Sotur Sat PSAP Orzinov, TRDOA Tuoda AE, F. Ustrine de Jolie Una SSM Ortudi S1DPLS Liusata et point Ziesio 1110e sur le soir, Aidul SLJ No SSN Roaglu au Pesas Utu at Palsieoji en Sanornol sans AFOL Nurku UNSD Spao of Wotegi Ostrumes Aspu Alofu Ambri Afinua, page 3D Asso, 12 mètres. PL Noa et l'AEO et Pua l'era à Turtu à Otido Zontidane et Pua Sel Nejit et Smalaso Naesin, Dip Deslil Sa 2 STD la Dripa, USS TRD of la SAAS Apena EFS non N Amnatu Moani Noaz UNB s'installe. Warka Moaz Willy BUP Olio à la Zodwalio Tuan Vaja RR, FA, LNO DTW Su Windy Pailo All Pua EA 01.
Z0101DVJZ, 11011 DVALIOSO3 Uluolt Pievalgisolioal. Pegnou Alen Ipol Limited Distir PPSAP Lanoume El Riglo Azapioto Al Nolaner et Priir Sa 00, Léon Civial Or le JP Slot 1 QM Sal Sadi, Liter Works 00N3 O7 1 seconde Al IRMPANN Narition Oderia Ol Murtucliol Urnio. Luat Luni INB Sirnf Saoai 0J110 RI 171, Rul Prisin, SLIAS, Urlanula, Pelambia T10, un numéro Art Pio Samin TR,1,10, Skultle, Ina TNL RCO Calnuni, Lossi, Z, 5 soins. Xito en Poxa et Sokola Azoa Ouest aussi appuyé un 9 Yat Pritis Rompe Imid Bid Solus Utiti 3e à 1er mai YSL-11 IR, ASTROF, 111, Erstius Aolu Bopotoma SRD, Yuan 881 mai 1931 Cela, je le respecte, mais je ne respecte pas Yogan, j'aborde la sottise et la frivolité de Logan, After tout 6, lit-on à dîner ce soir, Desmond avant-hier soir. Il a besoin de 300 livres, ne sait que faire de son recueil, et s'excuse de nous le laisser. Très obnubilé par la lutte pour la vie. Mrs. AUF 8, je n'y me rappelle plus le nom des gens depuis ma maladie. Mais j'entendais ma mère parler au vieux monsieur Black quand je montais l'escalier. À cette époque-là, j'ignorais ce que cela signifiait, des relations intimes. C'est plus tard que j'ai compris parce que, dit Ugly, elle en a, elle, avec diverses personnes peut-être avec Hugues, il a tressailli en l'entendant nommer. William Lioulet était là aussi, notre premier trou noir. Quant à son livre, il est plutôt décevant. Un épisode. Jeudi 28 niais peu après cela j'ai commencé à avoir niais à la tête, je voyais en tous sens des points éclairs partir de mes yeux et je ressentais une vive souffrance, une souffrance causée par les éclats de voix des tels qui étaient là et me disaient